Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Amine, notre metteur en ondes préféré, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène et plus, c'est-à-dire dans une première partie Jeux de scène, l'actualité du spectacle vivant et du théâtre en particulier, et puis dans une deuxième partie, tout le reste, des expos, les livres, le ciné. Alors Chantal, on commence par Jeux de scène et donc par une pièce de théâtre ? Oui, Roméo et Juliette de William Shakespeare dans la mise en scène de Guillaume Sévrac-Schmitz à la Mac de Créteil. Je vous parlerai de Tant bien que mal, texte et mise en scène de Marie Magdeleine que j'ai vu au Théâtre 14. À la Maison de la Culture du Japon, j'ai vu Good Job de Naoko Tozawa et Taishi Kotsuji. Et nous vous parlerons, parce que nous l'avons vu tous les deux, de Presque égal, presque frère de Jonas Hassen Kémiri, mise en scène de Christophe Rauque au Théâtre des Amandiers de Nanterre. L'annonce faite à Marie, d'après Paul Claudel, et c'est un opéra de Philippe Leroux que j'ai vu au Théâtre du Châtelet. Et enfin, un théâtre, je dirais, qui se transporte ici et là, dans les classes et ailleurs. Fable de La Fontaine, de Marco Carafa, mise en scène de Christine Le Tailleur et que j'ai vu dans une association, la Fasti. Alors Chantal, Roméo et Juliette. Oui, j'ai beaucoup aimé cette mise en scène de, Guillaume Sévrac-Schmitz. Bon, je pense que ça vient en partie de la traduction extrêmement claire avec des termes contemporains de Clément Camard-Mercier. Et puis Guillaume, a eu des choix scéniques que j'ai beaucoup aimés parce qu'il a voulu représenter la jeunesse des principaux protagonistes et il y a une forme scénographique qui est tout à fait moderne. Les premières scènes sont complètement chorégraphiées et c'est par la danse et par l'expression corporelle que l'on comprend les enjeux relationnels entre Roméo, avec Tybalt, avec Mercutio et la bagarre. Alors la bagarre tragique où Roméo va tuer le cousin de Juliette et donc danser et chorégraphier. Il y a une fête à un moment donné chez les Capulet et là, elle fonctionne comme dans une boîte de nuit, alors on a tout ce qu'il faut, les paillettes. Alors quant aux comédiens, je devrais dire quant aux comédiennes, parce que Roméo, elle est jouée par Marine Gramont qui introduit, alors c'est une fille, qui introduit une légère ambiguïté, loin un peu du stéréotype figé du couple amoureux hétérosexuel, mais cela n'enlève aucune crédibilité à cette grande passion amoureuse parce que Marine Gramont a quand même une allure un petit peu masculine et qu'on y croit. J'ai vraiment apprécié le jeu des comédiens Juliette et Roméo qui expriment leur fougue amoureuse avec, j'ai envie de dire, avec une grande intensité physique, c'est des grands mouvements de bras, c'est des grandes courses et des traversées de scène pour exprimer le sentiment. Et ils rentrent là-dedans une légère ironie dans leur exaltation amoureuse. C'est élégant, c'est du tragique élégant avec de grands rideaux, avec une bande lumineuse qui s'élève et qui s'abaisse, avec des robes qui vont descendre des cintres. Tout cela est véritablement un petit peu magique et en fait, il y a une scénographie avec simplement une structure mobile pour représenter le balcon. Tous les comédiens disent leur texte avec une très grande appropriation. Ils mettent en valeur la poésie, la beauté du texte. Il y a des mots qui sont projetés, ça les théâtralise et en plus on a des passages en anglais avec la scénographie, on a aussi du lyrisme puisqu'on a une violoncelliste en solo et donc qui va accompagner l'amour. Je ne dirai rien sur la grande scène finale avec un grand linceul. Je l'ai vu à la Mac de Créteil, cela part en tournée. André,
Tant bien que mal, texte et mise en scène de Marie Magdeleine au Théâtre 14. Oui, alors c'est pas tout à fait un seul en scène puisque elle est accompagnée d'un musicien qui va d'ailleurs à un certain moment prononcer quelques paroles, mais très peu, mais qui surtout va faire de la musique évidemment et bruiter aussi des choses. Elle est vraiment toute seule, elle va pas avoir d'accessoires, elle va pas avoir de changement de vêtements, mais elle va faire une quinzaine de personnages en changeant sa voix et en ayant évidemment des espèces de tics du corps, hein, parce que elle est vraiment très très forte sur le plan de l'expression corporelle. Hein, elle mime, bon. Et elle nous raconte une histoire de famille. Alors on a 3 générations. On a ce qu'on pourrait dire les grands-parents, et puis ensuite on a des frères et sœurs et 2 ou 3 petits-enfants. Et ça va être une évocation de cette famille au moment où il va y avoir un deuil. Hein, un des fils, donc un des frères, hein, ou un des oncles, va mettre fin à ses jours. Et donc, ça va être la réaction de cette famille par rapport à ce deuil. Alors, il faut pas voir quelque chose de réaliste. C'est une fable, d'une certaine manière. Que ce soit leur manière d'être ensemble, de s'amuser ou pas d'ailleurs les uns avec les autres, il y a toute cette fraternité qui va s'exprimer aussi bien positivement que négativement. Et donc on va avoir dans cela, alors il faut suivre, hein, c'est pas parce que quand vous avez un seul personnage, une seule actrice qui joue une quinzaine de personnages, enfin, peut-être pas une douzaine de personnages, c'est pas si facile que ça, mais justement elle y arrive quand même. Alors bon. Certains ont trouvé que c'était trop de la performance et pas assez l'histoire. Moi, je suis pas vraiment d'accord. Je trouve que quand même, on perçoit cette histoire à condition, une fois encore, de pas vouloir la considérer comme quelque chose de réaliste, mais comme plutôt une façon poétique et ironique. Parfois, il y a de l'humour aussi de voir cette famille, parce que bon, chacun a son caractère et donc on va se disputer. Au contraire, on va avoir de l'empathie les uns pour les autres au fur et à mesure de l'action. Donc il y a la complicité, hein, il y a tout ce côté-là. C'est une compagnie qui nous vient des Landes et qui existe depuis déjà une bonne vingtaine d'années. La compagnie MMM. Donc bon, moi c'est au Théâtre 14, tant bien que mal. Alors, tu vas nous faire un bon travail. Good job. Oui, Chantal. good job. Ce fut une très 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 belle soirée à la Maison du Japon. C'est un spectacle là, en 3 temps avec 2 solos et puis un duo. Alors là, le premier solo, c'est Kinetic Art. C'est Naoko Tozawa. C'est une danseuse contemporaine de breakdance, de hip-hop, mais elle utilise son corps comme une contorsionniste de cirque, mais elle le fait avec beaucoup d'élégance, c'est extrêmement gracieux, et elle va proposer des enchaînements au sol qui sont éblouissants, avec des mouvements de jambes, dans sa robe rouge ou alors dans son juste corps au motif extrêmement coloré. Eh bien, elle est éclatante et elle construit des figures chorégraphiques complexes qui opère une sorte de fusion entre le statique, puisqu'elle est en position assise ou en position allongée, et une certaine flexibilité décomposée du corps. C'est très beau, d'autant plus qu'il y a adéquation avec la musique. Le deuxième, c'est Speech de Taishi Kotsuji. C'est éblouissant aussi. C'est drôle, c'est un jongleur. Il dit qu'il jongle comme il parle. Et donc, avec ses 3 balles, il va proposer une sorte de monologue, et là aussi, en fusion avec une bande-son très singulière. Cette bande-son, ce sont des onomatopées, c'est très proche de l'oralité. C'est Mayuko Matsumoto qui l'a construite.
il a de l'expression corporelle et volontairement c'est répétitif parce qu'il installe des sortes de refrains, des sortes de motifs, mais toujours avec la balle associée au son. On a l'impression de quelque chose d'extrêmement direct, de spontané, avec une certaine distanciation d'humour. Dans la troisième, vous l'aurez deviné, eh bien ces deux-là sont réunis pour construire un dialogue. Et c'est d'abord le jongleur qui impose le rythme de la marche, des déplacements sur la scène, et elle le suit. Ils vont se croiser physiquement, s'entremêler pour composer des figures en mouvement. C'est extrêmement plastique parce qu'il y a la couleur blanche des balles et puis les chaussettes blanches de la danseuse qui sont en harmonie. Il va déposer parfois ses balles sur une figure que construit la danseuse, mais c'est une figure complètement improbable dont on a du mal à voir comment elle fonctionne. Ce dialogue, il se construit corporellement avec l'enjeu de la balle. C'est beau, c'est sensible, étonnant, inédit pour moi et je suis sortie très apaisée de ce spectacle que j'ai vu à la Maison de la Culture du Japon. André, nous avons vu Presque égal, presque frère de Jonas Hassen Khemiri dans une mise en scène de Christophe Roch au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Oui, alors je dois dire que moi c'est vraiment un coup de cœur. Ça m'a bouleversé et intéressé et vraiment c'est le meilleur spectacle en tout cas de la saison et peut-être beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que finalement le théâtre c'est trois choses. C'est une écriture, c'est une mise en scène et ce sont des acteurs. Et quand les trois vont se compléter et se mettre au service les uns des autres et que l'écriture commence par être extraordinaire, c'est formidable. Alors, Jonas Hassen Khemiri, c'est un auteur qui est suédois, mais il a un père d'origine tunisienne et une mère suédoise. C'est pour ça que son nom comme cela. Et il va donc effectivement dans la deuxième pièce, puisqu'en fait ce sont deux pièces, deux textes différents, et dans le Presque frère, ce sera faire partie de la discrimination, va faire partie de l'argumentation. Mais ce qui m'intéressait, et dans tous égal, c'est l'argent. C'est l'argent. Dans quelle mesure on est tous égales, tous presque frères. C'est se complète bien, parce que c'est exactement ça. Et donc, ce que j'ai trouvé exceptionnel, c'est d'une part cette écriture et d'autre part les mises en scène. Parce qu'on va avoir l'écriture qui va nous créer des personnages, mais on est à la fois dans le personnage et à l'extérieur. Comment expliquer ça ? Peut-être que dans le second texte, tout est intérieur d'un personnage et qu'on va avoir les autres personnages qui sont sur la scène ne sont que les personnages créés dans la conscience du premier personnage, en même temps que lui-même a plusieurs versions des choses. Et ça, c'est un peu la même chose dans la première pièce. Par exemple, mais c'est pas le seul cas. On a deux actrices qui vont jouer le même personnage. Elles sont habillées pareil, elles vont être ensemble et elles vont se contredire sans arrêt puisque on sait bien que dans notre conscience, on n'arrête pas de se contredire. Mais ça va être extériorisé tout ça. Et donc, on va avoir deux mises en scène très différentes. Bon, c'est en bifrontal. On va avoir comme cela le public qui quelque part est associé quand même à ce regard, en tout cas le regard est là. Et dans la première scène, on va avoir donc ce personnage qui est au départ allongé et petit à petit l'intervention des autres et des différentes figures de la société à travers ces autres. Alors que dans la seconde mise en scène, c'est très différent. On va utiliser la vidéo, la photographie, on va utiliser une voiture qui va vraiment jouer un rôle très important dans la façon dont elle se bouge, la façon dont elle a été éclairée, dans la façon où on la vit, on la remplit, ou la façon elle va. Et dans tout ça, on va avoir des expériences du temps parce que les époques sont mêlées.
les époques sont mêlées et l'enfant ou celui qu'on est devenu vont aussi se rencontrer. Chantal. Oui, alors moi dans la première, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a un croisement de destin entre différents personnages. Tu l'as dit sur la question de l'argent. C'est beau de faire une aussi belle pièce avec une notion si peu artistique. Et donc, on a le personnage, par exemple, de Andrej, interprété par Bilal Slimani, qui est un jeune diplômé de marketing qui ne peut pas trouver de travail. On aura Mani, le professeur d'économie, qui fait un peu le lien. J'ai juste envie de revenir, c'est vrai, l'écriture est tellement belle qu'elle produit de la vérité sociale. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est ce que tu as essayé d'expliquer, c'est que on entend ce que certains personnages devraient dire, pourraient dire, mais ils n'y arrivent pas par convention, par peur, par soumission. Et c'est admirablement mis en scène par Christophe Roque parce qu'il utilise ces deux comédiennes qui, en quelque sorte, sont la même personne. On est dans un rapport de proximité avec cet espace bifrontal. Et on a ce personnage du SDF, interprété par Mounir Margoum, qui lui essaie de construire une stratégie pour avoir de l'argent. Et dans la deuxième, c'est très fort, parce qu'il a choisi des interprètes d'origine maghrébine, c'est-à-dire que volontairement, Christophe Roque fait un rapprochement avec notre propre réalité française de l'immigration. Et c'est moi, déjà l'écriture de Jonas oui, Emery, non, mais sauf qu'en Suède, c'est plus des immigrés qui viennent du Moyen-Orient et puis des pays de l'Est. Et ce qui est extrêmement beau. Alors un petit détail que j'ai adoré, parce qu'il y a à chaque fois de petites références scientifiques. Dans la première pièce, eh bien, on fait allusion à quelqu'un qui aurait inventé une formule UX pour quantifier l'expérience humaine ou pour mettre en équation le profit. Et on fait référence à notre expérience, nous qui sommes venus quand même à Nanterre, à Mondier, qui avons pris le RER pour voir cette pièce. Et quelque chose aussi que tu as souligné qui est très beau, c'est que, par exemple, la reconstitution, le personnage de la seconde, il se croit traqué, suivi, et là, c'est projeté sur le mur côté jardin et côté cour, et il est parvenu à traduire scénographiquement ce qu'il y a dans la tête du personnage, de ce personnage qui est angoissé parce qu'il y a eu un attentat et lui, il commence à douter de sa propre innocence et il se demande comment rester indemne quand soi-même on incarne pour les autres la menace. Et ça, on le voit avec la mise en scène de Christophe Roque. Je voulais rajouter quelque chose aussi, l'ironie. Parce que on se marre quand même par moments, parce que c'est de l'ironie, c'est de l'humour, parce qu'on se sent visé aussi évidemment, mais on peut pas s'empêcher. C'est vraiment une satire de la société assez incroyable. Donc moi j'ai trouvé que c'était profond, c'était original et c'était formidable. Il faut aller voir ça aux Amandiers. Et le personnage, le dernier personnage, il accède presque au statut de héros romantique, suicidaire, défaitiste, face à une situation sociale difficile quand on est migrant ou qu'on est fils de migrant. Chantal, d'un certain Claudel, l'annonce faite à Marie. Ah bah c'est vraiment une curiosité musicale que j'ai vue là, parce que c'est une musique de Philippe Leroux. Bon, il y a un beau livret de Raphaël Fleury. Alors, Claudel, il faut savoir, il a écrit X version de l'annonce faite à Marie. Et là, le livret, il est resserré sur quelques personnages, autour de Violette et sa sœur Mara, Violette et ses deux amoureux, Jacques Uri et Pierre de Craon, et puis les parents. Il y a des coupes et j'ai appris grâce au bord de Seine, qu'il y avait le 4e acte qui n'existait pas vraiment écrit par Claudel, mais qui a été reconstitué à partir de répliques qui se trouvent
toutes les répliques se trouvent dans le théâtre de Claudel. Il y a des moments extrêmement forts. Pourquoi? Il y a quand même Pierre de Craon qui a la lèpre et qui va guérir de la lèpre. Il y a Violaine qui, le jour de la nativité, va faire en sorte que l'enfant de sa sœur Marie, qui a épousé son amoureux, ressuscite. Il y a le père qui ressent l'appel religieux et qui part vers Jérusalem. Mais au-delà et en dehors de la religion, ce sont des passions humaines. Et il y a dans ce personnage de Violaine une radicalité qui amène l'action vers une sorte de folie inspirée et illuminée. Mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est la partition musicale. Au niveau de l'interprétation. Pourquoi? Parce que la musique m'a créé une sorte de vertige. Il y a une écriture vocale qui est fondée sur une prosodie, mais alors sophistiquée, presque antinaturelle, qui contient des répétitions, des allongements de syllabes, des sortes de bégaiements, la tessiture de la voix, elle est haute, elle est basse. Et Sophia Vercors, qui interprète la méchante, la jalouse, la cruelle, la méchante sœur, a une partition textuelle vraiment dans ce sens. Donc la musique, c'est comme un sous-texte qui nous traduit un peu les psychologies de chacun de ces personnages. Des mots sont mis en valeur. Et puis, il va y avoir comme ça des énumérations de mots, mais qui vont faire du sens. Philippe Leroux a même dit que sa musique a tenté d'imiter la graphie de Claudel. Moi, j'ai aimé toutes ces décélérations, toutes ces accélérations, et surtout dans le dialogue entre les deux parents. Décor assez sobre, on a de la vidéo qui représente la campagne de l'enfance de Claudel, on a des costumes un peu de convention, un peu moyenâgeux, mais quelque chose aussi qui m'a vraiment touchée, on entend la voix de l'auteur qui est enregistrée dans cette musique qu'on a en live et un petit peu électronique, la vraie voix de Philippe Claudel, qui fait un petit commentaire au début pour dire que tous les personnages, c'est lui-même. Et puis, on entendra une chanson. Vraiment, il y a une magie de sonorité et pour moi, c'est un mélodrame passionnel, merveilleusement original sur le plan musical. André, les fables de La Fontaine, par Marco Carafa, dans la mise en scène de Christine Le Tailleur, à la Fasti. Oui, la Fasti, parce que moi, c'est un spectacle, il n'y a pas de lieu. Il y a comme ça des spectacles que les associations, que les écoles peuvent convoquer, et donc on a les comédiens qui viennent jouer dans les locaux. Et c'est le cas ici de Fabrique Théâtre qui propose ce spectacle autour des fables de La Fontaine. Et moi, je l'ai vu à la Fasti pour une association qui s'appelle Paris d'Exil, qui donne des cours de français aux mineurs non accompagnés et qui là voulait leur proposer un spectacle. Et donc, il est là, et il va nous interpréter cinq fables de La Fontaine, dont le loup et l'agneau, le corbeau et le renard, etc. Et donc, pour ce faire, il va utiliser des accessoires, comme des costumes, comme des masques ou comme des marionnettes, pour pouvoir, prendre le rôle de ces différents personnages d'animaux. Et ce qui m'a intéressé, il y a deux choses. Premièrement, c'est le fait d'un respect complet du texte de La Fontaine. Et ça, parce que moi, j'ai déjà vu des spectacles pour enfants, entre guillemets, sur les fables de La Fontaine, où c'était n'importe quoi, et La Fontaine n'existait plus. Donc là, on a le respect complet. Ce qui n'est pas facile, parce qu'on a quand même un texte du XVIIe siècle, et donc il faut quand même tout l'art qu'il a, justement, du théâtre, et puis quelques
quelques commentaires aussi qui par-ci par-là pour faire entendre ce texte. Et la deuxième chose que j'ai appréciée, c'est finalement, bon, La Fontaine, bon, moi c'est peut-être mon auteur préféré, donc je suis pas très très bien situé pour être objectif, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup pour son côté, je dirais philosophique, hein. J'hésite pas à le dire, mais ici, je me rendais pas compte que dans les fables, il y avait aussi un aspect dramatique. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect poétique, un aspect philosophique, mais aussi un aspect dramatique. Il y a côté théâtre dans ces fables, que ce soit les rapports entre les animaux, la façon dont ces personnages animaux se battent, se disputent entre eux. Là, il y en a toujours un qui est plus fort que l'autre, etc. C'est très dramatique tout ça. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, c'est Marco Carafa, les fables de La Fontaine, dans une mise en scène de Christine Le Tailleur. Voilà. Alors, on va récapituler. Oui. Chantal nous a parlé. Donc, au-delà des fables de La Fontaine, que tu viens de citer, l'annonce faite à Marie d'après Paul Claudel, opéra musique de Philippe Leroux, et puis c'est un livret de Raphaël Fleury, et c'est une mise en scène de Célie Pôte au théâtre du Châtelet. Je crois que nous avons parlé avant de Presque égal, presque frère, Jonas Hassen Kémiri, très belle mise en scène, très beau texte de Kémiri au théâtre des Amandiers de Nanterre. Good job, Chantal. Oui, good job de Naoko Tozawa, Taishi Kotsuji à la Maison de la Culture du Japon. Et puis, Tant bien que mal, texte et mise en scène de Marie Magdeleine au théâtre 14. Et Roméo et Juliette de William Shakespeare dans la mise en scène de Guillaume Sévrac Schmitz à la MAC de Créteil. Eh bien, puisque vous avez parlé de La Fontaine, Chantal. Oui, écoutez, on va écouter une réécriture par Anne Sylvestre de la fable de La Fontaine qu'André vient de citer, Le loup et l'agneau, et qui s'intitule « Si ce n'est donc pas toi, c'est donc ton frère ». Et Anne Sylvestre, eh bien, elle aborde la question du racisme. Petit mouton noir et frisé qui voulait s'amuser par un beau soir d'été, marchait dans la cité. Petit mouton qui s'ennuyait donnait des coups de pied dans une boîte abandonnée, une boîte de caisse sous lait. Quel est son nom, la belle affaire? Vous le connaissez bien, si ce n'est lui, c'était son frère, c'était quelqu'un des siens. Quel est son nom, la belle affaire? Vous le connaissez bien, si ce n'est lui, c'était son frère, c'était quelqu'un des siens. Un loup qui fermait son café avec sa grosse clé s'arrête en le voyant passer. Fallait plus rigoler, oh c'est toi qui m'as réveillé ce dimanche dernier. Moi je vais t'apprendre à crier, je vais te faire danser. Ne vous mettez pas en colère, moi je n'y suis pour rien. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, c'est donc quelqu'un des tiens. Ne vous mettez pas en colère, moi je n'y suis pour rien. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, c'est donc quelqu'un des tiens. C'est sûrement toi qui as tagué les murs de mon café. Mais voyons, vous me connaissez, je ne sais pas dessiner. Ah ça, tu me prends pour un dingue. Moi je vais te casser. Le loup s'emporte et puis le flingue, et sans autre procès. Ou s'il ne l'a pas fait, le fera tout à l'heure. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Il y a trop longtemps qu'on le sait, car après lui ce sera son frère, ce sera quelqu'un des siens. Car après lui ce sera son frère, ce sera quelqu'un des siens. Car après lui ce sera son frère, ce sera quelqu'un des siens. Alors, la deuxième partie de Jeux de scène et plus. Nous quittons les scènes proprement dites pour bien, nous asseoir au cinéma ou pour ouvrir un livre ou regarder une exposition. Alors, on va commencer par le cinéma. Le cinéma avec Paradis, Promis le ciel, de Érigé Seiri. Un autre film, La vie après Siam, un film de Namir Abdel Messeha. On enchaîne avec les livres. 4 jours sans ma mère, de Ramsès Kefi. De petits travaux pour un palais, de Kasna Orkay Laszlo, auteur hongrois.
et puis des expos avec Global Warning de Martin Parr, que j'ai vu au Jeu de Paume, mais qu'on voit également dans le métro parisien. Et on terminera par l'exposition que j'ai vue à la Maison du Japon, I Love Sushi. Alors, promis, le ciel, film franco-tunisien. Oui, alors, je raconte un peu l'histoire et après, je dis ce que ça pose comme question. Donc, nous sommes à Tunis et il y a là 3 femmes, une pasteur. Alors, elles sont toutes les 3 subsahariennes, si je puis dire, et donc venues de Côte d'Ivoire, vous d'ailleurs, ou Dakar, bon. Et donc, et puis elles sont dans une communauté protestante, hein, avec une pasteur qui reçoit de temps en temps des assemblées, le temple, comme ça, mais qui a chez elle une étudiante qui paye son logement, si je puis dire, dont le père ivoirien verse quelque chose. Une femme qui, elle, est plutôt comme ça, qui se débrouille et qu'elle a logé de cette façon-là. Et ces 3 femmes vont recueillir un enfant tout petit, une petite fille, hein, de 4-5 ans peut-être, rescapée d'une traversée d'une migration méditerranéenne qui n'a pas marché et qui se retrouve comme ça, sans parents, sans personne. Et la question qui se pose, peut-être c'est ça l'action, peut-être pas, qu'est-ce qu'elles en font? Est-ce qu'elles la gardent au niveau comme des petites mères, des petites sœurs, ou est-ce que on la remet aux autorités? Bon. Alors, tu as remarqué quand même qu'il y a 4 femmes, si on coupe la petite fille, il n'y a pas d'homme. S'il y a quand même un homme qui est l'ami de la deuxième, hein, et qui est Foued Zaza. Bon, ce qui est assez extraordinaire, c'est déjà les actrices. Hein. Aïssa Maïga, qui va jouer la pasteur, hein, Laetite Ki, et puis... alors, la dernière, on la connaît pas parce que elle a été engagée comme ça, comme la plupart de ceux qui vont figurer dans ce film, parce qu'il y a presque un côté documentaire. Aïssa Maïga dit qu'elle n'est pas vraiment très croyante, hein, mais elle fait le rôle de la pasteur et elle va se retrouver dans cette communauté et tout le monde va être fasciné par la façon dont elle agit. Ils disent tous c'est Dieu qui t'a envoyé tellement ils l'apprécient, alors que bon, elle joue un rôle finalement. Bon, alors ce qui est très troublant et intéressant, c'est que ce qui se pose ici, c'est le doux problème de l'immigration et du racisme. Alors, ça change un peu mais c'est en écho aussi à ce qui se passe en France d'une certaine manière. Parce que ici, de la même façon qu'il existe une communauté, entre guillemets, arabe en France, et qu'il y a néanmoins une immigration, hein, de la même façon, depuis des dizaines, voire des siècles, il y a une communauté subsaharienne en Tunisie. Mais là, il y a une politique actuellement qui, depuis quelques années, hein, qui est contre l'immigration. Et évidemment, cette chasse aux immigrés retentit sur la communauté en place. De la même façon qu'en France, cette chasse aux immigrés retentit. Hein, et donc, on a non seulement un problème qui est évoqué d'immigration, mais de racisme d'une certaine manière par rapport à cette chasse. Et donc c'est très intéressant que Érigée Sehiri, qui est bien placée, hein, puisque elle est franco-tunisienne, hein, met en relief quelque part cette situation pour nous dire que ce problème-là, il est partout finalement. Hein, c'est vraiment la façon d'exclure l'autre et la façon, c'est malheureusement quelque chose d'extrêmement répandu sur la Terre, hein, que ce soit au Rwanda, que ce soit n'importe où, on trouve cette façon de mettre l'autre en cause, surtout quand on a historiquement des communautés différentes. Voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était alors à la fois très bien joué, toutes ces femmes sont fantastiques. Et puis, ça a été proposé à Cannes, hein. Quand même, ça a été sélectionné au festival de Cannes. Donc, quand même, ce n'est pas rien dans la section Un certain regard. Mais c'est dommage que ça aurait bien aimé que ça ait eu quelque chose. Enfin, voilà. Chantal.
Oui, alors un deuxième film. Alors moi, c'est plutôt une histoire familiale, c'est plutôt une histoire personnelle. Bon, de Namir Abdel Messé. Ses parents étaient égyptiens et ses parents sont venus en France. Bon, je n'avais pas vu son premier documentaire qui s'intitulait La Vierge, les Coptes et moi, et où il présentait sa mère, Siam. Et Siam avait promis à son fils qu'elle jouerait dans un autre film s'il se lançait tout de même dans la fiction, en faisant un vrai film avec de vrais acteurs, avec des personnages et non pas toujours filmer les membres de sa famille parce que c'est un filmeur un petit peu obsessionnel. Alors là, ça reste encore autobiographique. Pardon, j'ai oublié de dire que la maman est décédée en 2015. Donc c'est après, ça s'appelle La vie après Siam. Donc la maman est décédée, donc il va faire un autre film qui a une partie aussi autobiographique, mais pas uniquement. Et moi, j'ai beaucoup aimé le montage, parce que dans le montage, il récupère des parties des films antérieurs, mais il va aussi rajouter des images inédites de sa famille. Et il va aller jusqu'à emprunter des images fictionnelles à Youssef Chahine pour 2 films, la vie de sa mère, à la vie de sa mère, correspondent à la vie de sa mère et de son père. Bon, ce film, il est bienveillant. Moi, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une impression de paroles sincères, de paroles spontanées quand il filme comme ça son père, quand il filme ses enfants, et on a l'impression d'une parole qui se libère. C'est un film qui conserve toujours un ton joyeux, même s'il se réfère à la mort, même s'il se réfère au deuil. Et il y a une scène que j'ai particulièrement appréciée, qui m'a touchée. On voit ces petits-enfants qui sont tout jeunes et qui parlent par écran interposé à la grand-mère qui est décédée. Et je trouve que vraiment elle a une valeur d'exemplarité. Donc, il a donc un peu tenu parole auprès de sa mère en faisant quand même une petite partie fictionnelle. Donc un bon film empathique, plein de bienveillance qui montre comment il va pouvoir dire au revoir aussi à son père. Le premier roman de Ramsès Kefi, 4 jours sans ma mère, édité aux éditions Philippe Ray. Oui. Alors, je crois que tu en avais parlé, mais ça me donnait un peu envie de le lire, moi aussi. Et donc, on va en reparler, c'est pas de problème. Donc, c'est l'histoire... Alors, déjà, Ramsès Kefi, parce que la question de savoir si c'est plus ou moins autofictionnel, il y a des points communs quand même, parce que ça nous parle de quelqu'un qui connaît bien les cités banlieues, et Ramsès Kefi est né à Carrières-sous-Poisy dans les Yvelines. C'est l'histoire de quelqu'un qui fait des études, qui est doué en classe, qui va jusqu'au master d'histoire géo, et c'est le cas aussi de Ramsès Kefi. Et puis c'est quelqu'un qui va se retrouver non pas à continuer ses études, mais à travailler dans un, je sais pas, dans un fast-food. Et coup de chance, il va écrire quand même quelque chose. Il va être, reconnu. Le Bondi Blog le publie, rue 89, et dans la foulée, qui lui propose un stage. Il restera 5 ans et depuis, il devient un grand journaliste qu'on a vu à Libération ailleurs. Ça, c'est pour sa vie à lui. Mais ce qu'il va nous raconter, c'est, alors, je ne sais pas si c'est un rapport ou pas, mais c'est une histoire de famille. Il y a Amani, 67 ans, à la retraite, femme de ménage, dans une cité HLM. Et puis, il y a son mari Eddy, ancien maçon bougon. Et puis, il y a celui qui parle, Snaman, le fils. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ils vont rentrer, le père et le fils vont rentrer chez eux et ils vont trouver un mot. Je dois partir, vraiment, mais je reviendrai. Et il n'y a plus une trace de la mère dans l'appartement. Alors, la question que ça pose, parce que
le père et la mère ont toujours dit à leur fils qu'ils étaient orphelins et qu'ils n'avaient aucune famille en Tunisie. Et en fait, évidemment, c'était un gros mensonge parce qu'ils avaient voulu complètement couper leur relation avec leur pays d'origine pour des raisons familiales, de disputes, de machin, de trucs. Voilà, c'était quelque chose qui était complètement nié. Ils étaient orphelins, ils étaient venus en France. Et évidemment, c'était pas le cas. Et donc, on va voir, parce que deviner, alors non, je ne vais pas spoiler. Enfin bref. Non, mais ça, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est quel rapport on a avec, je dirais, entre guillemets, racines. Parce que bon, fils d'immigrés, après tout, si on n'a jamais été dans le pays de ses parents, bah, ça reste quand même très abstrait, d'une certaine manière. Et donc, et puis, bon, il y a des raisons. Enfin bon, je sais pas, il y a des gens qui ont tout perdu dans leur pays, de ses origines. Je veux dire, des Juifs qui ont perdu complètement toute leur famille. C'est sûr qu'ils vont pas forcément avoir envie de revenir dans le pays de leurs grands-parents, etc. Donc voilà, donc c'est très intéressant cette relation qu'on a avec le pays d'où ont immigré ses parents. Et là, depuis quelque temps, les livres dont je parle, c'est toujours cette question de la première génération en France et donc par rapport à ce qu'il y avait avant. Voilà, donc bon, j'ai trouvé que c'était, en plus c'est bien écrit, on s'intéresse bien aux différents personnages qui sont là. Et puis il y a aussi toute cette connaissance de ce milieu des cités que connaît très bien Ramses Kefi, qu'il a documenté aussi en tant que journaliste. Chantal. Oui, on passe à l'autre livre. On passe à l'autre livre, donc c'est Les Petits Travaux pour un palais. Donc c'est d'un auteur hongrois qui a eu le prix Nobel 2025. Donc moi je n'avais rien lu de cet auteur et j'ai voulu découvrir. Alors j'aurais pu quand même le connaître un petit peu parce que j'aime bien le cinéma de Béla Tarr et donc Béla Tarr a adapté quelques-uns de ses romans comme Le Tango de Satan ou La Mélancolie de la Résistance. Et chez Béla Tarr, moi j'aime bien, c'est une petite parenthèse, mais j'aime beaucoup Le Cheval de Turin, où on voit la vie d'un couple de paysans, père-fille, bon, dans la pauvreté, dans la misère. Alors, dans Petits Travaux pour un palais, c'est un récit monologue. C'est le récit monologue d'un bibliothécaire qui travaille à la New York Library. Il s'appelle Herman Melville, mais attention, il n'est pas tout à fait homonyme avec l'auteur Herman Melville parce que son nom n'a pas de E. Il souffre d'un léger affaissement de l'arche interne du pied et c'est une figure marginale et il délire autour d'un grand projet. Et ce grand projet, il voudrait construire une bibliothèque repliée sur elle-même, fermée, sans lecteur et personne n'aurait de droit d'emprunter et lui, il serait le gardien du savoir. Bon, il a quelque chose pour moi de Bartleby dans sa radicalité. Mais ce personnage, il est obsédé par 3 virgules. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est un lapsus qui est tout à fait révélateur parce que le style de cet auteur est tout à fait particulier. En fait, son ouvrage, ce n'est qu'une grande phrase avec des respirations constituées simplement par la virgule et on n'aura que le point final. C'est sinueux, mais on s'y retrouve tout à fait. Mais je disais que ce personnage, donc, a 3 figures obsessionnelles, à savoir l'auteur Herman Melville, un autre auteur, Malcolm Lowry, et Lebus Woods. Et il va cheminer dans Manhattan autour des lieux de prédilection de ces 3 personnes. Donc c'est comme une enquête spatiale. Et je me disais, mais je connais les 2 auteurs, les 2 premiers, mais je connais pas Lebus Woods. Qui est-ce? Est-ce que c'est? Et j'ai appris dans le roman que c'est un architecte. Eh bien, je suis allée à la bibliothèque de la Cité de l'Architecture à Trocadéro et j'ai découvert des ouvrages en anglais de cet architecte. Alors, c'est un architecte visionnaire
qui n'a pratiquement pas réalisé, mais qui avait de grands projets, qui a laissé des ouvrages théoriques avec des images fabuleuses, parce que il était extrêmement audacieux. Si vous avez envie de les voir, vous pourrez regarder sur Jeux de scène, Radio Soleil. On mettra quelques-uns de ces dessins. Vraiment, c'est très étonnant. Et donc, moi, ce roman, il m'a passionné par ce que j'ai découvert, par cette écriture et par j'ai envie de dire, l'originalité du personnage. Tu es allé voir l'exposition de Martine Parr, Global Warming? Yes. Donc, Martine Parr, eh bien, il est né en 1952 et il est mort il n'y a pas 2 mois, très récemment, alors qu'il savait que cette exposition allait s'ouvrir. Alors, Martine Parr, là, on a une sorte de rétrospective de son œuvre avec 180 photographies environ, et qui c'est au jeu de paume, mais c'est aussi dans le métro. Je vous disais à les stations tout à l'heure, mais c'est au jeu de paume, et les deux sont intéressants pour des raisons identiques et différentes. Parce que Martine Parr, c'est quelqu'un qui va photographier les gens. Souvent, peut-être en groupe, souvent, il va les photographier dans les actions les plus communes, faire son plein. Mais comme on a la différence de 30 ou 40 ans de différence entre 2 pleins, on n'a pas le même pompe, on n'a pas la même façon de s'habiller. On va avoir comme ça aussi, il va mettre en abîme des gens qui se photographient, qui photographient d'autres. Il va dénoncer la surconsommation. Il va aussi voir les touristes, et le tourisme à travers le monde. Ces photos, elles sont de tout partout dans le monde. C'est quelqu'un qui a voyagé d'une façon incroyable. Et il a cette technique de saturation des couleurs parce que il prend tout au flash. Même en pleine journée, même en plein soleil, il va flasher, ce qui va donner des couleurs saturées et ce qui va un petit peu transformer la réalité avec cette pointe d'ironie. Parce que, alors ça c'est très drôle, parce que moi j'étais pas tout seul, on était là tous les deux à se marrer. Et les gens regardaient ça comme si ça avait été, je sais pas moi, Raphaël ou je sais pas quoi, alors que c'est du drôle, parce que mais c'est de l'ironie, mais de nous voir comme ça, de se voir comme ça, au bord de la plage, ou alors je ne sais pas dans quelle situation, mais avec ce regard complètement dédramatisé et ironique, c'est formidable. Et alors, justement, ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'exposition, c'est la manière dont le commissaire de l'exposition, le scénographe Kelvin Le Bourrier, a fait. Alors, on a comme ça des cloisons, mais dans les cloisons, on va avoir des parties transparentes, enfin des parties où il n'y a rien, qui seront exactement au même format que les photos. Et quand on se promène, on voit à la fois une photo et à côté, on voit les gens qui sont derrière. Et d'une certaine manière, il y a une sorte de mise en abîme comme ça de nous-mêmes à l'intérieur de cette exposition avec presque le même regard que Martin Parr. Et ça revient un peu au même dans le métro. Parce que cette exposition, elle est au jeu de paume, mais elle est aussi sur la ligne 1, 2, 5, 6, 7, etc. Je ne vais pas vous donner toutes les stations, mais enfin, Hôtel de Ville, Bastille, Champs-Élysées, La Chapelle, Breguet-Sabin, Bir Hakeim, Crimée, Oberkampf, Franklin Roosevelt, la Motte Piquet, Grenade, etc., etc. Moi, j'ai vu à l'Hôtel de Ville, il y en a quelques photos justement où il avait ce regard un peu ironique sur le surtourisme, et on voit des touristes au Machu Picchu avec des capes de couleurs, de toutes les couleurs. Et puis il y a une plage au Japon, à Miyazaki, où il y a une masse humaine dans la mer et sur la plage. C'est très drôle.
Et donc, vu les gens qui sont sur le quai, on a encore ce même regard entre les photos et le public. Donc, franchement, c'est un grand photographe, mais c'est aussi quelqu'un qui nous parle de nous-mêmes avec ce regard qui n'est pas, comment dire, il n'y a pas de thèse là-dedans. C'est pas un regard condescendant. Condescendant, qui essaie de dire il faut faire que ci, faire cela. C'est pas. Non, c'est juste un regard d'humour sur ce que nous sommes. Voilà. Chantal, on termine par quelque chose de savoureux. I Love Sushi, que j'ai vu à la Maison du Japon. C'est très sympathique, cette exposition. Les sushis, vous le savez bien, ces petites bouchées de riz qui sont recouvertes qui sont recouvertes de poissons crus. On les appelle les nigiri. C'est une exposition qui est à la fois pédagogique et ludique et très visuelle. Est-ce qu'on nous en donne des sushis dans l'expo? Alors non, c'est une exposition, mais on les voit parce que il y a des impressions visuelles qui sont très belles. Oui, il y a une petite histoire. Il faut quand même connaître l'histoire du sushi. Donc c'est un peu historique. Ça remonte. Ça a été les premiers sushis ont été issus des classes populaires dès l'époque Edo. C'est un grand plaisir de couleur et ça excite notre mémoire des savoirs, notre mémoire des saveurs et moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a de l'art aussi. Il y a des estampes japonaises, on dit urio et des estampes du XVIIe et du XIXe siècle. Il y en a une de Hiroshige, l'estampe des festivités de la 26e nuit à Nakanawa, où on voit une foule rassemblée, toutes les échoppes avec les sushis. Bon, il y a une vitrine, il y a une grande armoire vitrine avec plus de 50 petits sushis. Vous savez qu'au Japon, dans les restaurants, pour qu'on sache ce qu'on peut manger, sont reproduits en résine des plats. Et là, c'est la reproduction en résine de sushi. Donc, allez voir cette exposition. Et si vous avez le temps, vous pouvez aussi aller, parce que jusqu'au 8 février, il y a l'exposition sur Isao Takahata, qui a été le pionnier du dessin animé. Donc, c'est à voir à la Maison de la Culture du Japon. Je vous ai parlé également de Global Warning de Martin Parr, au jeu de paume et dans le métro. Du livre du Hongrois Krasznaorkai László, Petits travaux pour un palais. 4 jours sans ma mère de Ramsès Kefi aux éditions Philippe Ray. Le très beau film de Namir Abdel Messeh, La vie après Siam. Et puis le très beau film également de Promis le ciel de Erigé Seiri. Voilà, et donc si vous voulez voir les photos des expos, etc., et nous réécouter, vous pouvez le faire. Il suffit sur YouTube de taper Radio Soleil, Jeux de scène ou Jeux de scène Radio Soleil, et vous retrouverez notre émission d'ici un jour ou deux. Et puis on va se retrouver non pas mardi prochain, qui sera une petite halte, mais le mardi d'après. Mais attention, ce sera non pas à cette heure-ci, mais de 16h à 17h. Voilà. Au revoir. Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com.